Aujourd'hui, nous allons parler d'un meurtre qui a longtemps fasciné l'Amérique. Il a été peu couvert en Europe, donc peut-être que ça ne vous dira rien si j'évoque le nom de Martha Moxley. Martha est décédée la veille d'Halloween 1975 à seulement 15 ans. Sa mort a lancé un grand débat, notamment à cause de son rapport avec la famille Kennedy. Pour tout savoir sur sa mort mystérieuse, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale parce que je la réalise en collaboration avec un YouTuber avec qui je me suis liée d'amitié il y a pas si longtemps que ça et que j'aime beaucoup. Donc sa chaîne s'appelle Nightweb et lui il s'appelle Théo, je le laisse se présenter. Salut à tous, moi c'est Théo de la chaîne Nightweb. Je fais des vidéos un petit peu glauques, des creepypastas, des traits d'horreur et j'écris mes propres histoires aussi. Donc mon univers c'est du flippant, c'est du glauque. Si t'aimes bien ce genre de contenu, je t'invite à venir, j'espère que ça va te plaire. Et je voulais aussi remercier Phoenixa de m'avoir invité parce que j'aime beaucoup son contenu et voilà, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur sa chaîne après la vidéo et de vous abonner si vous en avez envie. Venons-en à la vidéo. Martha Elizabeth Moxley est née le 16 août 1960 dans la ville de San Francisco aux États-Unis. Au moment des faits, elle avait 15 ans, elle était étudiante dans un lycée de Greenwich, au Connecticut. Pour ceux qui connaissent pas Greenwich, ou qui connaissent mal Greenwich, c'est une ville extrêmement riche des États-Unis. Et d'ailleurs, des membres de la famille Kennedy y ont vécu. Martha, c'est une adolescente, tout ce qu'il y a de plus normal. Elle faisait pas une grosse crise de l'adolescence, ça se passait super bien. Et en plus, elle vivait dans une famille assez riche, donc elle était vraiment à l'abri des besoins. Elle vivait dans une belle et grande maison avec ses parents dans le quartier de Belle Haven. Et il faut savoir que ses voisins d'en face faisaient partie de la famille Kennedy. Pour vous parler un peu de la famille des voisins d'en face, le père s'appelle Rushton Walter Skakel et il élève seul ses 7 enfants. En fait, la mère de famille est décédée quelques années plus tôt suite à un cancer du cerveau. En fait, la sœur de Rushton Skakel était nulle autre que la veuve du sénateur Robert Francis Kennedy. Et le père de Rushton avait une grosse société de charbon. Cette société était l'une des sociétés charbonnières privées les plus riches des États-Unis. Voilà, donc là je vous ai planté le décor et donc vous pouvez vous imaginer que l'histoire va se passer au milieu des quartiers les plus riches des États-Unis. Pour en revenir à Martha, elle allait souvent chez les voisins car elle s'était liée d'amitié avec les jeunes adolescents de la maison. Elle était assez proche de Michael Skakel, qui avait le même âge qu'elle et qui était un adolescent assez timide, ainsi que de son frère Thomas Skakel, qui lui était plus âgé, 17 ans, et qui était décrit comme un garçon peu timide, qui lui cherchait plutôt à flirter avec les filles. Martha va participer à une fête qu'on appelle la Nuit des Méfaits. C'est une fête populaire qui a lieu chaque année la veille d'Halloween. En fait, le but c'est que les jeunes du quartier se réunissent pour faire sonner des cloches et faire des farces, comme par exemple lancer du papier toilette sur les maisons du quartier. Donc ce 30 octobre 1975, Martha va se rendre à cette fameuse fête qui se déroulait chez les Skakel, et elle va y aller avec des amis à elle. Au cours de la fête, en fait, les amis de Martha vont la voir flirter quand même pendant un long moment avec Michael Skakel et à un moment donné, en fait, elle va embrasser son frère Thomas. Là, ça va être un peu compliqué parce que Michael, il va être un peu jaloux et finalement, Martha va même partir avec Thomas. En fait, la dernière fois qu'on a vu Martha, c'était à 21h30 et elle se dirigeait vers la cour arrière de la maison des Skakel avec Thomas. À partir de minuit, la maman de Martha va commencer à s'inquiéter de ne pas voir sa fille rentrer et donc elle va appeler la police et faire appel aux voisins. Pendant la nuit, donc la police, les voisins et la famille de Martha vont faire des recherches pour la retrouver, mais voilà, il fait noir, c'est difficile de voir dans la rue, en plus il y a plein de gens, c'est la veille d'Halloween, il y a plein de choses, un petit peu d'animation dans la rue et donc ils ne trouveront rien. Mais le lendemain matin, donc le 31 octobre 1975, le corps de Martha va être trouvé sous un arbre. En fait, c'est une amie à elle qui, en passant par un raccourci, va tomber sur le corps de son amie. La scène est vraiment horrible. Il y a beaucoup de sang et le pantalon et les sous-vêtements de Martha sont baissés. Heureusement, et je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais on a retrouvé sur elle aucune trace d'agression sexuelle. À côté de son corps, on a retrouvé des morceaux d'un club de golf brisé. Le corps de Martha a été emmené à l'hôpital pour une autopsie. Les résultats ont indiqué qu'elle avait été matraquée et poignardée avec le club de golf. La police a alors analysé le club de golf
et on a déduit qu'il appartenait à la famille des Skakel. Mais alors, que s'est-il vraiment passé? Comment un flirt a-t-il pu à ce point dégénérer? C'est ce que la police va essayer de découvrir. Ça ne va pas vous surprendre si je vous dis que Thomas Skakel, qui était la dernière personne à avoir vu Martha vivante, a été directement considéré comme le suspect numéro 1. Mais voilà, rappelez-vous, on est dans un univers de famille extrêmement riche, donc ils peuvent embaucher de très bons avocats et même glisser un petit billet par là pour soudoyer quelqu'un, etc. Donc le père va tout mettre en œuvre pour que rien ne puisse pointer vers Thomas. Le père de Thomas a pu facilement interdire l'accès aux dossiers scolaires de Thomas ainsi que ses dossiers de santé mentale. À cause de ça, l'affaire a fait du surplace pendant une décennie entière et personne n'a été arrêté. Au fil des ans, la police va quand même essayer d'interroger Thomas et Michael quand ils le pourront, mais bizarrement, ils vont chacun changer leur version des faits assez souvent. Et là, petit à petit, on va se rendre compte que Michael est quand même assez étrange dans cette affaire et peut-être qu'il en sait plus qu'on ne le pense. En fait, la dernière version des faits de Michael, et c'est assez étrange qu'il ait changé pour donner cette version des faits, c'est que le soir du meurtre, il se serait caché dans un arbre pour espionner son frère et Martha en train de s'embrasser, de faire leurs affaires, et il se serait masturbé en les regardant. Il dit qu'il a fait ça de 23h30 jusqu'à minuit 30. Mais les choses vont devenir encore plus étranges quand quelques jeunes vont aller voir la police pour expliquer qu'ils ont entendu Michael Skakel se vanter d'avoir tué Martha avec un club de golf. Et là, c'est encore plus atroce parce qu'en fait, ils expliquent qu'ils ont même entendu Michael se vanter de faire partie de la famille Kennedy et que grâce à ça, il sera même pas puni pour un meurtre. Finalement, un procès aura lieu en 1998, donc 23 années après le meurtre. Pendant ce procès, on va apprendre qu'il y a eu une enquête de 18 mois pour essayer d'incriminer Michael Skakel et que grâce à ça, il va pouvoir être jugé comme le potentiel meurtrier. Le 9 janvier 2000, Michael va enfin être arrêté par la police et être placé en détention provisoire. Mais là, tenez-vous bien, la famille de Michael va débourser 500 000 $ pour payer sa caution et le faire sortir de prison. Le 14 mars 2000, Michael va passer devant le tribunal pour mineurs parce qu'il était mineur au moment des faits. Et là, ils vont décider qu'en fait, il va devoir être jugé dans le tribunal pour adultes. Le procès officiel de Michael Skakel va commencer le 7 mai 2002 à Norwalk, dans le Connecticut. Son alibi, à ce moment-là, va être qu'au moment du meurtre, il se trouvait chez son cousin. Donc on peut remarquer qu'il avait encore changé. Car la dernière version était qu'il avait regardé Martha et son frère cachés dans un arbre et qu'il s'était masturbé. Au procès, la version de l'arbre va être reprise, mais elle ne mènera à rien. Car dans celle-ci, Michael n'avouait pas avoir commis le meurtre, il avouait seulement avoir été un petit peu voyeur. Par contre, ses nombreux changements d'alibi vont lui porter préjudice. Et surtout, on va se rendre compte qu'aucun de ses alibis n'était vraiment solide. De plus, on sait que Michael avait été très jaloux de son frère le soir-là et qu'il était vraiment attiré par Martha. En revenant dans le passé, on apprendra que Michael était un adolescent qui avait eu des années difficiles au lycée. Après le décès de sa mère, il était devenu alcoolique et avait eu de très mauvais résultats scolaires. On a aussi pu remarquer que Michael, tout comme ses frères et sœurs, avait dû apprendre à vivre seul après le décès de leur mère, car leur père était très absent et alcoolique, lui aussi. On dit même qu'il était parfois violent avec ses enfants. Donc voilà, là on a pu voir que Michael était quand même très instable psychologiquement, il a donné plusieurs alibis différents, il explique avoir été très jaloux de son frère, il était alcoolisé au moment du meurtre. Il faut pas oublier qu'il avait avoué s'être masturbé dans un arbre et que en plus beaucoup avaient été trouvés à la police en disant qu'ils avaient entendu Michael se vanter du meurtre de Martha. Finalement la justice sera quand même rendue le 7 juin 2002, Michael sera reconnu coupable du meurtre de Martha Moxley et sera condamné à une peine de 20 ans de prison. Malheureusement, l'affaire ne s'arrête pas là. Michael va faire un premier appel en disant que voilà, le procès précédent n'avait pas été très juste, que beaucoup de preuves, beaucoup de choses qui avaient été montrées avaient été tournées contre lui pour l'incriminer, mais heureusement, le premier appel va être refusé. En janvier 2003, son cousin Robert Kennedy va publier un essai qui pourrait faire changer l'opinion publique pour Michael. Après ça, Michael fera de nombreux appels qui seront tous refusés. Mais Michael va prendre un nouvel avocat le 23 octobre 2013. Et il obtient enfin un nouveau procès. Les parents de Martha vivent alors un vrai calvaire. Ils craignent que le meurtrier de leur fille soit libéré. Malheureusement, le 21 novembre 2013, Michael Skakel est libéré. Il faut savoir que les juges et le procureur ont tout fait pour qu'il reste derrière les barreaux. Mais son avocat était vraiment très fort et a réussi à obtenir sa libération. Sa liberté est évidemment soumise à quelques conditions, telles qu'une caution d'1,2 million de $, sa surveillance par GPS,
son interdiction de contacter la famille Moxley et son interdiction de quitter le Connecticut. Mais on va constater que ces conditions ne sont pas aussi bien surveillées qu'elles le devraient. Car Michael va déménager à New York peu de temps après sa libération. Et pour appuyer encore plus l'injustice, il faut savoir que de nombreux livres sont parus avant la libération de Michael. Dans ceux-ci, on prouvait clairement la culpabilité de Michael et on relatait les événements. Mais après sa libération, tout a semblé comme oublié, grâce à l'apparition du livre de son cousin, Robert Kennedy, nommé « Pourquoi Michael Skakel a-t-il passé 10 ans en prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis ?» Un livre qui prend donc cette fois parti pour Michael. I strongly believe that he's innocent. That belief should not persuade anybody that he is innocent. What people should be persuaded by is the facts. And that's been one of the pitfalls of this epic story from the beginning. Le 30 janvier 2020, l'avocat de l'État en chef Richard Colangelo a informé la Cour supérieure que Michael Skakel ne sera pas rejugé. C'est vraiment atroce. Quand je pense à la famille, je me dis qu'ils ont dû vivre des choses horribles, déjà perdre leur fille, ensuite devoir vivre un stress pendant des années parce que Michael faisait plein de fois appel et à chaque fois ils avaient très très peur que le meurtrier de leur fille sorte de prison et au final il est quand même sorti de prison. Enfin, je peux même pas imaginer ce qu'ils ont pu vivre. Ils doivent maintenant vivre avec le fait que celui qui a pris leur fille vit une vie totalement libre et totalement normale. Voilà, l'histoire se termine ici. Je voulais remercier Théo pour sa participation sur cette histoire. C'était vraiment chouette de collaborer avec lui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Ouais, moi je vous avoue que cette histoire me laisse quand même un goût assez amer dans la bouche. Je trouve que ça dénonce beaucoup de choses. Ça dénonce notamment le fait que dans des familles riches, des actes peuvent rester impunis grâce à l'argent. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air tout de même si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur la chaîne de Théo, Nightweb. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!